Allez, bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo. Je vais vous rappeler comment résoudre un problème, un exercice de monohybridisme, c'est-à-dire de la transmission d'un seul caractère des parents aux enfants. Alors tout d'abord, quelques petits rappels pour commencer. Alors je vous rappelle qu'un gène correspond donc à chaque fois à un caractère. Qu'est-ce qu'un caractère? C'est par exemple la couleur du pelage, la couleur d'une graine, la couleur d'une fleur. Donc ce caractère est lié à un gène particulier. Les caractères, ils peuvent être différents d'un individu à l'autre. Vous avez des cheveux blonds, j'ai des cheveux bruns, j'ai des yeux bruns, vous avez des yeux bleus, ce sont des caractères différents, qui concernent tous le même gène, donc qui concernent par exemple le gène couleur des yeux, ou le gène qui donne la couleur des cheveux, mais nous avons donc des couleurs qui sont différentes. Eh bien, cette petite variation des gènes, c'est ce que l'on va appeler des allèles. Donc, je possède bien le gène couleur des yeux et j'en possède la version couleur des yeux brun, c'est-à-dire l'allèle brun. Vous possédez bien le gène couleur des yeux, vous avez les yeux bleus, vous possédez donc l'allèle bleu pour ce gène. Même chose pour le pelage des animaux. Certains, par exemple, chiens sont bruns, d'autres sont blancs. Ils possèdent donc tous un gène couleur des poils. L'un possède l'allèle brun, l'autre va posséder l'allèle blanc. Ceci étant rappelé, je vous rappelle également que les gènes sont situés sur les chromosomes. Les gènes sont situés sur l'ADN des êtres vivants, et en particulier donc sur les chromosomes que forme cet ADN. Différents cas peuvent se présenter. Soit un individu va posséder deux allèles identiques sur chacun de ses chromosomes homologues. Donc, je vous rappelle que les chromosomes vont par paire, un chromosome venant du père, un chromosome venant de la mère par exemple. Et l'individu peut donc posséder, admettons ici, deux allèles bruns que je note grand B. Ils sont situés à la même place sur le chromosome qu'on va appeler un locus. Donc, lorsque les deux chromosomes homologues d'une même paire portent deux allèles identiques, l'individu est dit homozygote pour ce caractère. Il se peut que l'individu possède sur ses chromosomes homologues deux allèles différents. Imaginons que le papa a les cheveux bruns, que la maman a les cheveux blonds. Eh bien, l'enfant va prendre l'allèle brun, par exemple, de son papa et l'allèle blond de sa maman. Il va avoir les cheveux bruns, ça on y reviendra plus tard, mais donc surtout il va posséder deux allèles différents, l'un de son père, l'un de sa mère, répartis donc sur ses chromosomes homologues. Il est hétérozygote pour ce caractère. Le troisième cas, c'est lorsque, et il correspond au premier aussi, c'est lorsqu'on porte deux allèles identiques, mais les autres, par exemple les deux blonds, les deux allèles qu'on appellera les allèles récessifs, sur les chromosomes homologues, il est aussi homozygote pour ce caractère. Alors, la formation des gamètes, comment ça se passe? Nous avons vu tous ensemble la méiose. Donc, nous sommes dans une cellule qui possède ici deux paires de chromosomes sur lesquels on retrouve les allèles grand A petit a et les allèles grand B et petit b, peu importe à quel caractère cela correspond. D'accord ? Au cours de la méiose, qui est donc la division cellulaire qui permet la formation des gamètes, vous vous souvenez que la méiose a pour effet de séparer les chromosomes de chaque paire. Ça veut dire que ici, ma gamète va comporter un chromosome avec l'allèle grand A, par exemple, et l'autre chromosome avec l'allèle grand B. Ce qui veut dire qu'alors une autre gamète va posséder un chromosome avec l'allèle petit a et un chromosome avec l'allèle petit b. Vous voyez que les paires de chromosomes ont été séparées. Ce ne sont pas les seules possibilités. En effet, je peux avoir une gamète qui va emporter le chromosome avec l'allèle grand A et le chromosome avec l'allèle petit b. Et dans ce cas-là, mon autre gamète va emporter
avec L, le chromosome avec la grand B, pardon, hop, grand B, et le chromosome avec l'allèle petit a. D'accord ? Vous voyez qu'une cellule avec deux paires de chromosomes homologues peut former 4 gamètes qui sont différentes, qui ont des allèles différents. D'accord ? Ça, c'est pour ce qui concerne la formation des gamètes. Il y a donc séparation des paires de chromosomes, et cette séparation est aléatoire. Pour les sciences fortes, on peut former 2 exposants N gamètes différentes, où N est égal au nombre de paires de chromosomes. N, c'est le nombre de paires de chromosomes. Ici, j'ai 2 paires de chromosomes, je forme 2 exposants N, c'est-à-dire 2 exposants 2, donc 4 gamètes différentes. D'accord ? Il est important de savoir déterminer dans les exercices quel est le caractère dominant et quel est le caractère récessif. Je vous rappelle, le caractère dominant, c'est celui qui prend le dessus sur le caractère récessif. Pour ça, un petit exemple. On va réaliser le croisement d'une souris grise avec une souris blanche, en sachant que chacune des souris sont des lignées pures. Ça veut dire qu'elles possèdent toutes les deux les mêmes allèles pour ce caractère. Donc la souris blanche possède 2 allèles identiques pour le caractère blanc, la souris grise possède 2 allèles identiques pour le caractère gris. Ça veut dire que ma souris grise, elle possède 2 chromosomes homologues sur lesquels on retrouve l'allèle de coloration que j'ai appelé ici grand G. Ma souris blanche, elle possède 2 chromosomes homologues sur lesquels on retrouve les allèles de coloration que j'appelle petit g. On sait que toutes les souris obtenues sont grises. Toutes les souris sont grises, c'est-à-dire les souris issues de ce croisement. Donc les enfants de la souris grise et de la souris blanche, elles sont toutes grises. Alors, rien que l'énoncé nous permet déjà de savoir quel caractère est dominant. Intuitivement, on peut déjà se dire que le gris semble dominer le blanc. Pourquoi ? Parce que ma souris grise, elle va produire des gamètes. Elle va produire des gamètes qui portent l'allèle gris. Ma souris blanche, elle va aussi produire des gamètes qui portent l'allèle blanc. Lors de la reproduction, les gamètes vont fusionner, ce qui veut dire que les enfants vont posséder à la fois l'allèle gris et à la fois l'allèle blanc des parents. Et c'est le gris qui prend le dessus, donc le gris est dominant. Si je regarde au niveau de la formation des gamètes, on voit qu'une souris qui possède les 2 allèles grand G forme des gamètes qui emportent effectivement l'allèle grand G, donc l'allèle gris. Et des souris qui portent l'allèle blanc forment des gamètes qui portent uniquement l'allèle blanc. Leurs enfants, comme je vous l'ai dit, possèdent les 2 types d'allèles, blanc et gris blanc plutôt, et on voit que toutes les souris sont grises. Donc l'allèle gris est bien l'allèle dominant. L'allèle gris est bien l'allèle dominant, tandis que le blanc va être appelé récessif. Par convention, on va écrire l'allèle dominant avec une lettre majuscule. Donc l'allèle dominant, c'est le gris. Gris, ça commence par G. On va utiliser un G majuscule. L'allèle récessif, lui, on va l'écrire avec la même lettre que le dominant, c'est-à-dire G, mais en minuscule, petit g. Voilà pourquoi j'ai écrit grand G et petit g ici. Lorsque dans un exercice, on me demande comment sont transmis les caractères, le caractère par exemple de la coloration de mes souris des parents aux enfants. Donc tout en sachant que j'ai des lignées pures, ce qui est le cas de la plupart d'ailleurs de vos exercices, d'une part, tout en sachant que toutes les souris F1 sont grises. Donc, toutes les souris F1 sont grises. Comment est-ce que je fais pour résoudre cet exercice? Eh bien, soit je pars avec les gamètes, comme je vous l'ai montré, soit je réalise ce qu'on appelle un échiquier de Punnett. Dans cet échiquier de Punnett,
je vais placer sur mes lignes et sur mes colonnes, à l'extérieur du tableau, les allèles portés par les parents. Donc, le parent 1, il possède les allèles grand G, j'ai écrit donc 2 grand G. Le parent 2, il possède les allèles petit g, j'ai écrit 2 petits g. Vous pouvez intervertir la ligne ici et la colonne, ça ne changera rien. Vous choisissez lequel vous mettez en haut et lequel vous mettez ici de façon transversale. L'intérieur du tableau va nous donner le génotype des enfants. Comment? Eh bien, dans cette colonne-ci, je vais avoir toujours un allèle grand G. C'est l'allèle qui est donné par ce parent-ci. Il est croisé avec un parent qui possède l'allèle petit g. Donc, je vais avoir ici un enfant, grand G, petit g. Même chose sur la deuxième ligne, j'ai un allèle grand G qui vient de ce parent-ci, et il est croisé avec un allèle petit g de ce parent-ci. Donc j'ai un allèle grand G, petit g. Pour le deuxième parent, le raisonnement est exactement le même, et on voit que tous les enfants ont pour génotype, donc le génotype, grand G, petit g. D'accord? Ce sont bien des génotypes. Grand G, petit g. Le phénotype, c'est-à-dire ce qu'on voit, le phénotype, c'est gris. Alors le tableau nous donne aussi la proportion d'enfants et leur phénotype. Ici, on voit que j'ai 100% de souris au phénotype gris. Que se passerait-il maintenant si 2 de ces souris étaient croisées ensemble? Eh bien, je refais un échiquier de Punnett avec les génotypes des nouveaux parents. Quels sont les génotypes des nouveaux parents? J'ai un parent qui est grand G, petit g, et j'ai le deuxième parent qui est lui aussi grand G, petit g. Si je croise ces parents ensemble, eh bien, dans cette colonne-ci, je vais avoir des grands G. Dans cette colonne-ci, je vais avoir des petits g. Et ce parent-ci va me donner à chaque fois un grand G. Et ce parent-ci va me donner à chaque fois un petit g. On voit ici que j'ai un enfant gris. Celui-ci possède l'allèle grand G qui est dominant, donc il est gris. Et celui-ci possède un allèle grand G, aussi dominant, donc il est gris. Ça veut dire que j'ai 3/4 de phénotype gris pour 1/4 de phénotype blanc, ou 75% et 25%. Ce sont les proportions des enfants. Il arrive parfois que dans les exercices, d'autres conventions soient utilisées. En effet, il n'y a pas une uniformité des conventions utilisées en génétique. Chaque professeur, chaque auteur, il va un petit peu de sa propre convention. Celle que je vous ai montrée est la plus courante. Mais voilà, vous avez vu que dans le livret d'exercice, il y avait parfois d'autres conventions. Cette autre convention peut par exemple comporter des lettres avec un chiffre au-dessus. Et on vous donne dans ce cas les phénotypes associés à chacun des génotypes. Ça reste ici un génotype. Et par exemple, le génotype grand L1 grand L1 est gris. Le génotype grand L1 grand L2 présente des taches, est noir avec des taches blanches. Et le génotype grand L2, elle lui donne un individu qui est noir. On se demande ce qu'il se passerait si je croise un individu gris, c'est-à-dire de génotype grand L1, avec un individu noir, c'est-à-dire de génotype grand L2. Eh bien, je réalise mon tableau de Punnett. Ce parent-ci va me donner du grand L1. Dans cette colonne-ci, je vais aussi avoir du grand L1. Et dans les lignes, je complète avec le deuxième parent, qui va me donner du L2. Ça veut dire que j'ai 100% des enfants qui sont grand L1,
grand L2, c'est-à-dire j'ai 100% d'enfants, si vous vous souvenez du génotype, grand L1, grand L2, c'est noir à taches blanches, donc j'ai 100% d'enfants qui sont noirs à taches blanches. On ne parle pas ici de dominant ou de récessif, vu qu'on connaît les phénotypes associés à chaque génotype. Alors, que se passerait-il maintenant si je croise un individu noir à taches blanches, c'est-à-dire grand L1, grand L2, avec un autre individu noir à taches blanches, grand L1, grand L2? Eh bien, je refais le tableau de l'échiquier de Punnett. Je vais avoir un individu ici, grand L1, grand L1, un individu ici, grand L1, grand L2, un individu ici, grand L1, grand L2, et un individu ici, grand L2, grand L2. Ça veut dire quoi? Eh bien, si je regarde mes phénotypes, j'ai un individu qui est, hop, je rappelle les génotypes, un individu, grand L1, grand L1, c'est-à-dire gris. J'ai deux individus, grand L1, grand L2, c'est-à-dire noir à taches blanches. Et j'ai un individu, grand L2, qui est noir. Et au niveau des proportions, j'ai donc un rapport 1, 2, 1, un individu, soit gris, soit noir à taches blanches, soit noir. C'est-à-dire que j'ai 2 fois plus d'individus noirs à taches blanches que d'individus gris, et j'ai 2 fois plus d'individus noirs à taches blanches que d'individus noirs. Voilà qui clôture la vidéo sur la réalisation des exercices de génétique, en ce qui concerne en tout cas le monohybridisme. J'espère que ça vous a éclairé, et je vous invite maintenant à rendre vos exercices pour mardi. Bon travail!